Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une menace qui existe sur les crypto-monnaies, tout ce qui est ordinateur quantique, informatique quantique et surtout le nouveau post de Vitalik sur le sujet comment sauver Ethereum grâce à un certain nombre de choses qu'il va préciser si jamais on arrive à ce stade-là où il y a des problèmes avec l'informatique quantique qui vient casser la cryptographie sur laquelle se reposent les crypto-monnaies, Ethereum, Bitcoin et beaucoup d'autres. Donc je vais revenir sur ce point, mais aussi on va parler de plein d'autres choses, Ethereum, Solana, avec les frais de transaction qui sont au plus haut, plutôt de l'argent généré par les frais de transaction qui approchent vraiment des plus hauts historiques. On va parler aussi d'Injective et de plein d'autres choses. Donc tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Tout de suite le cours des crypto-monnaies. Alors, on va voir tout de suite les cryptos. On a toujours un Bitcoin à 68 600 $, un Ether 3 930 $. Donc les cryptos restent toujours à des niveaux assez élevés, même si on constate quand même une légère hausse en fait. Non, regardez, sur 24 heures, on est toujours en hausse. Bitcoin 2,5%, Ethereum 2,1%. BNB 4,4% et on a toujours la catégorie Memecoin qui est en hausse plus importante que le reste du marché. J'actualise sur CoinGecko, regardez 13,4% de hausse de manière globale sur, sur cette catégorie avec Floki à 16,5% de hausse sur 24 heures. Baby Dogecoin 33% de hausse. Après, je vous rappelle, une mise en garde sur les Memecoins. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de risques, mais ça reste aussi l'une des solutions où il y a le plus de chances de faire un x10, on va dire, en quelques semaines. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver sur les meme-coins, c'est quelque chose qui n'arrivera pas sur les principales crypto-monnaies. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur ces meme-coins, sur ces petites market cap pour essayer de faire des multiplicateurs très élevés. Bien sûr, avec beaucoup plus de risques. Alors, je voulais vous parler de Solana qui vient d'enregistrer le deuxième jour où il y a eu le plus de frais de transaction générés par les divers trades, par les utilisateurs sur la blockchain Solana. Les utilisateurs ont payé 1,1 million de dollars le 7 mars au niveau des frais de gaz sur le réseau Solana. Donc c'est le plus haut, c'était le 31 janvier. On a eu 1,2 million et là on s'est rapproché vraiment du plus haut avec 1,1 million. Donc toujours la folie Memecoin sur Solana qui continue. Je vous ai parlé tous les Memecoins basés sur des personnalités politiques par exemple, qui buzz pas mal avec tout ce qui est basé sur Donald Trump, Joe Biden, etc. Certains disent même que ça pourrait être un indicateur sur les résultats de l'élection américaine, un peu comme les prédictions de marché. En gros, le même coin qui a la capitalisation le plus élevée, c'est ce que le marché estime être le même coin qui a la probabilité la plus élevée de gagner les élections américaines. Bon, on va voir concrètement jusqu'où ça va aller. Sur Ethereum aussi, il y a beaucoup de meme coins. On parle de PP, et du Shiba et de beaucoup d'autres. Et le Ethereum aussi a enregistré quasiment un plus haut historique au niveau de 2 ans sur les frais de transaction générés par le réseau. Donc pareil, comme pour Solana, beaucoup de trading sur le réseau Ethereum, même s'il n'y a pas que ça, mais voilà, on retrouve Loki, Shiba, PP et pas mal d'autres. Vraiment, le volume d'exchange le volume de trade sur Ethereum a augmenté de 40% cette semaine. Et on va rester sur quelque chose d'assez intéressant, c'est au niveau de la TVL, la Total Value Locked globalement sur la finance décentralisée, on est à plus de 100 milliards de dollars, donc on vient de franchir un cap. Ça montre vraiment qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive dans la finance décentralisée. Et justement sur la finance décentralisée, je vous avais dans la description le lien pour vous inscrire à ma formation Crypto Rendement, comment générer le meilleur rendement possible avec vos cryptos grâce à la DeFi. Ça peut paraître compliqué la DeFi, je vous explique tout. Il y a du coaching personnalisé, il y a plus de 65 leçons, plusieurs heures de formation. Tout ça est plus bas. Alors, je vous avais annoncé la menace sur les crypto-monnaies. C'est quoi la menace sur les crypto-monnaies? La solution de Vitalik. Donc la menace, c'est l'informatique quantique qui pourrait arriver et venir vraiment casser le fonctionnement des crypto-monnaies. Je vous invite à lire l'article complet de Vitalik sur le sujet qui a été posté sur un forum de recherche Ethereum sur lesquels les divers développeurs de la fondation Ethereum posent des textes, posent des questions et les gens peuvent venir répondre, donner leur avis sur le sujet. Et voilà ce qu'il nous dit Vitalik sur le sujet. Il dit « Supposons qu'il soit annoncé demain que des ordinateurs quantiques sont disponibles et que des acteurs malveillants y ont déjà accès et sont capables de les utiliser pour voler les fonds des utilisateurs. » Alors pour prévenir un tel scénario, c'est l'objectif de la cryptographie résistante aux attaques quantiques. Donc il y a plusieurs technologies qui existent déjà, mais elles ne sont pas encore en place sur le réseau Ethereum. Une fois qu'on aura l'account abstraction sur Ethereum, c'est-à-dire l'ensemble des utilisateurs qui utilisent des wallets de type smart contract, ça pourra être réalisé facilement, mais pour l'instant on n'en est pas encore là, et l'idée c'est que se passera-t-il si nous n'avons pas autant de temps et qu'une transition quantique arrive vraiment du jour au lendemain et que le réseau Ethereum n'est pas prêt et que les transactions sont cassées.
que je suis en train de vous décrire, c'est valide pour Ethereum, c'est valide aussi pour Bitcoin et sur un certain nombre de projets. Et voilà ce que nous dit Vitalik, qui pense en fait que Ethereum est bien positionné pour réaliser un hard fork simple pour faire face à cette situation. C'est-à-dire, supposons que ça soit complètement cassé, que le réseau Ethereum soit du jour au lendemain cassé par les ordinateurs quantiques et qu'on observe des wallets qui se font complètement vider, c'est quelque chose qui pourrait arriver, et ben il propose des solutions. Et les solutions qu'il propose, c'est bien listé en plusieurs étapes. Et surtout, je voulais vous donner un indice, enfin plutôt une astuce pour être protégé d'une attaque de type attaque quantique, même si ça arrive. Et il nous dit en fait que, c'est Vitalik qui nous dit ça, ce qui est très intéressant, il dit si un utilisateur n'a jamais effectué aucune transaction avec son compte, alors en fait il n'est pas à risque, d'une attaque quantique, parce qu'en fait la clé publique n'a jamais été publiée, on n'a que son adresse qui a été publiée. Et donc ça veut dire que si vous voulez vraiment un cold wallet résistant aux attaques quantiques, il suffit d'envoyer vos fonds sur une adresse Ethereum sur laquelle vous n'avez jamais réalisé aucune transaction, et vous laissez vos fonds là-bas. C'est-à-dire, même s'il y a une attaque quantique, personne ne pourra voler ces informations-là, parce que même les ordinateurs quantiques ne pourront pas transformer l'adresse en clé privée. On peut transformer qu'une adresse publique, on va dire, en clé privée. Du coup, c'est une solution très simple pour être protégé des attaques type quantique. Mais bon, la plupart des personnes auront réalisé des transactions sur leur wallet. Et du coup, il dit, la solution pour se protéger de tout ça, c'est tout simplement de faire un hard fork qui va annuler tous les blocs après le premier bloc où on voit qu'il y a eu un vol à grande échelle. On désactive ensuite les transactions classiques basées sur les wallets qu'on connaît actuellement. On crée un nouveau type de transaction. Donc, c'est-à-dire il faut vraiment créer un nouveau format de transaction. Et grâce à ce nouveau format, les utilisateurs pourront, en téléchargeant un nouveau wallet, un nouveau MetaMask, télécharger une mise à jour en fait. Ce nouveau wallet qui va pouvoir faire la transaction, enfin plutôt la nouvelle transaction et récupérer les cryptos qu'on avait sur l'ancien wallet. Donc on va dire la solution est tout trouvée, il y a certaines choses qui peuvent être optimisées, mais pour lui l'infrastructure pour mettre en place le hard fork, c'est quelque chose qui peut être construit dès demain et pour rendre vraiment l'écosystème Ethereum résistant à une attaque de ce type et s'il y a vraiment une urgence liée à l'informatique quantique qui se produit très rapidement. Donc voilà, encore une fois, tout ce que je viens de décrire, c'est quelque chose qui est applicable à pas mal de blockchains. Donc c'est toujours bon d'avoir cet avis de Vitalik sur le sujet et surtout la petite astuce, honnêtement, je la connaissais pas, que si vous envoyez vos fonds sur un wallet sur lequel vous n'avez jamais réalisé aucune transaction, et bien même s'il y a une attaque quantique, vous n'êtes pas à risque. On va parler maintenant d'autre chose, on va parler de l'ETF Spot Ether avec l'analyse de Eric Balkounas, qui est un spécialiste des ETF, qui avait fait beaucoup le buzz sur les ETF Spot Bitcoin en donnant toujours des informations très très précises. Il travaille chez Bloomberg et lui, il est beaucoup plus timoré sur la validation prochaine de l'ETF Spot Bitcoin. Il dit c'est pas sûr en fait, c'est vraiment pas sûr que l'ETF soit validé pour plusieurs raisons. Il dit déjà la première, c'est qu'il n'y a pas de procès et de décision de justice qui forcerait la main à la SEC, comme on a eu le cas avec Grayscale, et que Grayscale n'aurait pas forcément envie de porter plainte encore une fois contre la SEC pour forcer la main à la SEC, parce que la dernière fois, ils n'ont pas vraiment été avantagés, vu que tous les ETF ont été acceptés en même temps. Il dit aussi, il y a pas mal d'autres choses autour de la corrélation entre les prix de l'ETF, des ETF Ether futurs et le prix réel des Ethers sur le marché des cryptos. Il dit on n'est pas sûr qu'il y ait une réelle corrélation exacte entre ces prix-là et c'est quelque chose qui est important pour la SEC pour pouvoir, on va dire, valider l'ETF spot Ether, même si Coinbase vient de fournir des informations montrant que c'était fortement corrélé. Et pour lui aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt autour des ETF futurs Ether, donc c'est quelque chose qui a déjà été lancé et ça a attiré beaucoup moins de monde. Donc pour lui, on va dire, voilà, c'est vraiment pas sûr que ça soit validé d'ici fin mai, contrairement à pas mal de gens qui pensent le contraire. Donc voilà, je pense que Bloomberg n'a pas encore changé sa position de 50% de chance qu'on ait les ETF spot Ether validés, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il bascule à 40% ou 30% prochainement. Ensuite, je voulais vous parler d'Injective. Injective, la blockchain qui n'est pas à la base compatible EVM, qui vient d'annoncer et de lancer l'InEVM, c'est-à-dire en fait une solution de niveau 2 sur Injective qui est compatible avec tout ce qui est smart contracts basé sur Solidity, donc une Ethereum Virtual Machine comme on en connaît sur plein de blockchains différentes. Alors ils annoncent aussi une certaine compatibilité avec Solana et Cosmos. Pour moi, là, quand on regarde uniquement l'InEVM, ça parle exclusivement de Ethereum Virtual Machine. Donc on reste sur la compatibilité Ethereum et ça c'est très bien pour l'écosystème Injective, ça permet à plein de développeurs de déployer des choses très facilement sur Injective et de ne pas utiliser le langage spécifique sur Injective qui n'est pas du Solidity.
Et pour finir, une information autour des DAO. Donc les DAO, c'est des organismes autonomes décentralisés qui ont enfin une structure juridique claire dans l'État du Wyoming aux États-Unis. Ils ont créé une nouvelle forme d'entité, les Wyoming Decentralized Unincorporated Non-Profit Association. Donc c'est une sorte de regroupement qui va permettre aux DAO, donc aux organismes décentralisés sur les cryptos, d'avoir une entité au Wyoming qui peut ensuite avoir des contrats, louer par exemple quelque part, louer un bureau pour avoir des personnes qui travaillent là-bas, bref, ouvrir un compte en banque aussi. Ça va permettre de faire plein de choses pour ces DAO et actuellement ça vit un peu dans une zone de non-droit, quoi. Ça n'existe pas réellement. Il y a certains qui créent des associations, mais là, ça va être vraiment beaucoup plus clair, et tant mieux, on va dire, pour les DAO. J'espère qu'il y aura d'autres pays qui vont offrir des structures juridiques claires pour ces DAO. Et voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. C'est bien de voir qu'il y a toujours ce type de développement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous dis à demain ou lundi pour la suite. Au revoir.